Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de TPC. Salut tout le monde. On va avoir la chance aujourd'hui d'échanger de manière... on a la chance de t'accueillir, Rémi, déjà, ça c'est très cool, à l'occasion de la sortie de ton livre, Discovery Discipline. On va en parler longuement. N'hésitez pas à nous dire un petit coucou et nous dire aussi ce que vous faites dans le channel. C'est toujours un plaisir de savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Si vous avez une petite anecdote sur une belle erreur que vous avez fait en Discovery, partagez-nous là, parce que ça pourrait être pertinent aussi pour le talk. Je vais partager très rapidement mon écran. Je vais faire je vais vous donner une petite news, des petites news sur TPC. Ça va durer 30 secondes et ensuite, je laisse Rémi continuer. Alors, très rapidement, hop. Vous le savez, on est une communauté. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de développer ça, une communauté, au service des profils product dans l'écosystème tech en France. Et ça passe par différentes initiatives. Une de nos initiatives qu'on essaye de faire en continu, c'est vraiment de partager des types ultra actionnables. On en a fait certains ces derniers mois qui ont plus ou moins bien fonctionné, mais à chaque fois, on essaye d'apporter un maximum de valeur. On essaye de le faire également sous des formats un peu plus physiques. Je vous invite, si vous êtes intéressé par les questions d'hypercroissance, à nous rejoindre mercredi prochain, le 15 juin. On a un meet-up autour de ce sujet-là, avec un apéro derrière. Ça finit toujours en apéro de toute façon. Chez Pass Culture et avec PayFit, ça va être vraiment top. On vous enverra les liens d'inscription. Vous avez pas mal de ressources aussi qu'on continue de faire et qu'on continue de faire avec nos membres, exclusivement avec nos membres et nos startups partenaires. On a des belles qui arrivent. Et enfin, vous le savez, on a des sessions qu'on appelle Open Candidates, qui sont des sessions de recrutement ultra véloces. C'est 5 minutes pour s'inscrire, c'est 10 matchs très rapidement et on a plusieurs centaines de startups partenaires. Aujourd'hui, la petite news que je voulais vous partager, c'est, certains le savent, qu'on s'étend. On s'étend au profil design de l'écosystème tech en France. Donc, si vous êtes product designer ou même si vous êtes product manager, n'hésitez pas à nous rejoindre, soit en tant que membre, soit en tant que candidat, ou alors à me contacter directement si vous souhaitez en savoir plus sur la partie recrutement. Voilà, ça c'était les petites news. Sur ce, je te laisse Rémi partager ton écran. Merci Mehdi, merci pour l'accueil. Alors, je vais juste prendre le temps de partager mon écran. Alors, hop. Alors, normalement, vous devriez voir un écran avec marqué les 7 erreurs classiques de la Discovery. C'est tout bon? Est-ce que Pauline ou Mehdi, vous pouvez me confirmer que c'est tout bon l'écran? Ouais, c'est Super. tout bon. Alors, donc, merci pour l'accueil. Effectivement, donc, il y a un mois maintenant, on a sorti un livre que j'ai coécrit avec Tristan Charvilla, où on a beaucoup parlé effectivement, de Discovery. Et ce livre, alors, il a plusieurs particularités. Donc là c'est la photo d'un lecteur qui le lisait dans le train. Et pour moi, c'est la meilleure preuve du fait que c'est un livre qui est court. Donc, c'est un livre qu'on lit en 2-3 heures. Voilà. On l'a voulu court. C'est un livre qu'on lit en une fois pour se faire une idée de l'approche, de la méthode, et puis après, vers lequel on revient quand on a envie de revenir sur un point, etc. Mais donc, ce n'est pas un livre où on a une idée qu'on a délayée pendant 500 pages. C'est plutôt un livre qui fait une centaine de pages dans laquelle il y a plutôt une cinquantaine d'idées qui s'articulent autour d'une méthode. Voilà. Et on a eu la chance de découvrir que la communauté produit et design est extrêmement forte en France. Et donc, quelques jours après la sortie, c'était numéro 1 des ventes, toutes catégories confondues, sur Amazon en France. Ce qui est un peu dingue quand on se dit que c'est un livre pro, quoi. Ce n'est pas un roman qui a destiné à être best-seller. Donc, voilà, merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus. Ça nous fait très plaisir. Aujourd'hui, le sujet, c'est effectivement, on va prendre le problème de la discovery à l'envers et de se dire non pas quelles sont les bonnes choses à faire, mais quelles sont les bonnes choses à éviter. Une des raisons pour lesquelles on a écrit ce livre, c'est parce qu'on s'est énormément planté avec Tristan et avec toutes les équipes avec lesquelles on a travaillé chez Blablacar, chez PayPal, ou toutes les personnes qu'on accompagne sous forme de mentoring ou de coaching depuis pas mal de temps. Et à force de se planter, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Et donc, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Quelles sont les 7 erreurs assez classiques quand on se lance dans un travail de discovery. Évidemment, on va les passer rapidement en revue.
pour qu'après, vous ayez le temps de poser des questions et qu'on se concentre sur les points qui vous vont bien. Alors, la première erreur, ça c'est, je crois, la plus typique, c'est de confondre le fait que la discovery, c'est une phase exploratoire par définition. On cherche à découvrir des choses qu'on ne connaît pas. De confondre cette phase exploratoire avec le fait que du coup, il ne devrait y avoir aucun cadre. Et ça, nous, en fait, je vous donne un exemple. À une époque, on avait un problème chez Blablacar, c'est qu'on commençait à avoir trop de résultats dans notre moteur de recherche. Je tapais, je vais aller de Paris à Lyon, il y avait tellement de résultats que les gens étaient noyés devant le nombre de résultats. C'était un bon problème à avoir, c'est-à-dire que la plateforme a du succès. Et on essayait de réfléchir à comment résoudre ce problème-là. Et donc, on est rentré dans une phase de discovery. Ce qui est rigolo, c'est que comme c'était une phase de discovery, on y allait avec absolument aucune approche prédéfinie. Comme si on définissait au fur et à mesure des choses qu'on découvrait, quelles devaient être les prochaines étapes. Et si on se projette dans les sujets de delivery, ça paraît complètement fou de faire ça, en fait, de se plonger dans un projet avec aucune idée préconçue de comment est-ce qu'on va aborder le sujet. Et donc, en fait, nous, on pense aujourd'hui que la citation préférée de Tristan Charvilla, c'est « Les rives sont la chance du fleuve, elles lui évitent de devenir un marécage ». Et je pense que c'est comme ça que nous, on voit un cadre. C'est-à-dire que le cadre, il ne cherche pas à brider, il ne cherche pas à enfermer, il cherche simplement à s'assurer qu'on ne va pas transformer notre phase de delivery en un marécage dans lequel on s'enfonce et on n'arrive plus à se dépêtrer. Parce que la vérité, c'est que c'est déjà suffisamment difficile de faire un travail de discovery pour ne pas en plus mettre des bâtons dans les roues en improvisant tout à chaque fois qu'on fait ce genre d'exploration. Donc voilà, première erreur, c'est de se dire, vu que je fais la discovery, je n'ai pas besoin de méthode. Nous, on pense qu'au contraire, plus on veut faire une discovery solide, plus il y a besoin d'une méthode qui ne prédit pas le résultat à l'avance, mais qui force à passer par ces étapes. Il y a plein de méthodes. Nous, on en propose une dans notre livre, mais en vérité, il y a plein de méthodes de discovery. Et donc là, le sujet, ce n'est pas de choisir une en particulier, c'est d'en avoir une, de s'y tenir. C'est aussi parce qu'on se tient à une méthode qu'on devient meilleur à la pratique. La deuxième erreur, c'est de vouloir tout redécouvrir soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est j'ai l'impression que dans notre écosystème, on a voulu insister sur des sujets d'humilité, d'empathie, etc. Il ne faut pas qu'on vienne avec de l'arrogance en disant je connais toutes les réponses, mais avec au contraire de la curiosité, de l'envie d'apprendre, etc. Et je pense que c'est évidemment une bonne chose. En revanche, tomber dans l'extrême inverse me semble une erreur. Et parfois, les réponses aux questions qu'on se pose, il y a peut-être notre collègue qui l'a déjà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une des erreurs typiques qu'on a fait chez Blablacar, c'était de ne pas se rendre compte à quel point notre équipe de service client avait très souvent énormément de réponses aux questions qu'on se posait sur les utilisateurs. Mais nous, on voulait à tout prix les redécouvrir nous-mêmes. Donc, on avait le service client qui croulait sous les problèmes qui étaient liés au lancement d'une fonctionnalité. Et nous, on se disait, pop, 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 on n'est pas au courant, on fait comme si on n'avait aucune information et on va aller rencontrer les clients pour essayer de comprendre quel est le problème, etc. Pour finir par redécouvrir quelque chose que des personnes qui étaient à 5 mètres dans le bureau d'à côté savaient parfaitement. Et ça, c'est un peu étrange, mais l'important, c'est de découvrir des nouvelles informations qui vont nous permettre de changer d'avis ou d'ajuster un projet qu'on a en tête. Mais le but, s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a découvert à votre place, prenez le raccourci et allez choper l'information. Vous n'avez pas besoin de tout redécouvrir vous-même, d'avoir été la personne qui a entendu et eu la révélation. D'un point de vue égo, c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'impression d'être la personne qui sauve le monde, mais en réalité, c'est vraiment une perte de temps et d'efficacité. Donc, il y a probablement, soit dans des collègues, soit dans peut-être des projets passés, plein d'informations que vous pouvez récupérer. Et c'est plutôt malin, au contraire, dans une phase de discovery, de commencer par regarder autour de soi et puis peut-être dans le rétroviseur, peut-être que les informations que je cherche, elles sont déjà disponibles quelque part. Très rapidement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Rémi dans la chatroom. Il y répondra juste après. La troisième erreur, c'est, et ça c'est un petit malentendu, je crois, sur la notion de discovery, c'est de s'arrêter à l'identification du problème. Alors évidemment, je comprends bien toute la logique de il ne faut pas penser solution, il faut penser problème, etc. Mais en réalité, un problème, on ne le met pas en prod. On ne peut pas le mettre en prod. Ce qu'on met en prod, c'est une solution. Et donc, quand on parle de discovery, Marty Kagan, qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là, lui, il distingue en fait la notion de problème discovery, on cherche à découvrir quel est le problème qu'on doit résoudre, et la notion de solution discovery. C'est-à-dire, on cherche à découvrir quelle est la solution qui va permettre de répondre au problème. Et c'est indispensable de faire les deux. De faire un travail juste de discovery qui consiste à se dire je cherche juste à comprendre le problème et après avoir aucune méthode pour transformer ça en solution,
Nous, on pense que c'est une erreur et que c'est plus que ça, en fait. C'est même que, pour moi, la validation du fait qu'on a compris le problème, c'est que la solution qu'on pense être la bonne finit par être adoptée. Si on pense avoir compris le problème et que toutes les solutions qu'on trouve, elles sont à côté de la plaque, ben, peut-être qu'on n'a pas complètement compris le problème. Et donc, je pense que c'est évidemment intéressant à un moment de se dire, ben, je pense que le problème que je cherche à résoudre, c'est celui-là. Mais en fait, ça, c'est qu'une hypothèse à ce stade, parce que tant qu'on n'aura pas trouvé la solution qui devrait permettre d'y répondre et de voir que cette solution, elle a de l'attraction, elle a des retours positifs, etc., il y a une probabilité, c'est qu'on a une compréhension encore superficielle du problème. Donc, le sort de dogme de se dire non, non, mais en fait, la solution, c'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard. Je pense que ça doit intervenir assez tôt dans un travail de discovery. Après, la manière dont on va le valider et on va essayer de solidifier ça, ça peut prendre plein de formes et ça peut prendre des formes de prototypage, etc. Mais en tous les cas, une phase de discovery, pour moi, naturellement, passe du problème à la solution ou aux solutions possibles. Et c'est ce duo-là, problème-solution, qu'on cherche à clarifier dans une phase de discovery. Ce n'est pas que le problème. Et je vous donne un exemple de ça. À une époque, chez Blablacar, on se posait des questions sur… donc, je suis un conducteur, je vais faire un trajet de Paris à Lyon, mais il y a des passagers qui veulent monter dans ma voiture à Mâcon, donc à mi-chemin, pour faire un trajet Mâcon-Lyon. Et on se rendait compte que pour les conducteurs, ça posait un peu de problème, ces arrêts en cours de voyage, pour retrouver exactement le point de rendez-vous. Et donc, on avait très bien identifié le problème. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était que la moitié du travail, puisque l'autre moitié du travail, c'est de se dire, mais quelle est la solution qui va représenter le bon équilibre entre l'effort supplémentaire que ça va être pour le conducteur de s'arrêter et une astuce qui va lui permettre de retrouver facilement le point de rencontre. Et en l'occurrence, la solution qu'on avait trouvée, c'était il suffisait simplement de faciliter le fait de transférer l'adresse du point de rencontre dans le GPS que le conducteur utilise. Et plutôt que d'essayer d'enfermer l'utilisateur dans notre application, il fallait au contraire fluidifier le lien entre, par exemple, Blablacar et Waze ou Google Maps. Et donc, ce qui était un peu fastidieux, c'était le fait d'avoir à retaper dans une autre application une adresse, alors qu'il suffit qu'il y avait un bouton qui disait envoyer l'adresse dans le GPS et une grosse partie de la friction disparaissait. Mais tant qu'on n'avait pas trouvé cette solution-là, c'était difficile de savoir si on avait un problème majeur ou pas, parce qu'en fait, des fois, les gens, ils parlent de problèmes qu'ils rencontrent, mais en fait, ça représente un problème complètement mineur. Et si on leur propose une solution en face et qu'ils n'adoptent pas, peut-être qu'il y a un signe que le problème qu'on a identifié soit n'est pas le bon, soit n'était pas un problème important à résoudre. Donc, de bien réfléchir en termes de problème, de couple problème-solution, ça me semble un bon objectif en termes de phase de discovery. Une quatrième une quatrième erreur, on va parler des excuses après, une quatrième erreur qui est un peu de naïveté ou de jeunesse, c'est de croire que la discovery va remplacer le fait de faire des choix difficiles. Et ça, l'exemple qui me vient en tête, c'est un product manager chez Blablacar qui cherchait à travailler sur un problème qu'on avait rencontré qui était: je suis conducteur d'une voiture et j'ai plusieurs chemins possibles pour aller, par exemple, de Paris à Brest. Il va y avoir plusieurs autoroutes possibles. Et on avait besoin d'avoir l'information par quelle route il passe, parce que justement, s'il y avait des trajets en chemin, il fallait être capable de les identifier. Et donc, le product manager se dit, bon, tiens, je vais faire un travail de discovery là-dessus, j'ai essayé de bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce problème-là. Il revient de ses explorations, et maintenant, il a 5 problèmes à résoudre. Il en avait un au départ, il fait un travail de discovery, et maintenant, il a 5 fois plus de cas d'usage. Entre celui qui veut éviter l'autoroute parce qu'il ne veut pas prendre le péage, la personne qui souhaite prendre le chemin qui est le plus long parce qu'en fait, elle le connaît mieux, la personne qui va peut-être s'arrêter, enfin, il y a plein de cas d'usage qui n'étaient pas du tout en tête. Et il s'est rendu compte à ce moment-là, le product manager, que le travail de discovery, non seulement ne lui donnait pas du tout de réponse de ce qu'il fallait faire, mais encore pire que ça, rendait ses choix encore plus compliqués, parce que maintenant, à chaque fois qu'il allait faire un choix, il était encore plus conscient de tous les cas d'usage qu'il allait devoir abandonner s'il n'était pas capable de les traiter. Et donc ça, il faut bien en être conscient que quand on s'engage dans un travail de discovery, ça ne va pas remplacer la prise de décision. Ça va l'informer. Souvent, ça va l'informer d'une manière qui, on l'espère, va être de meilleure qualité, mais ça ne va pas remplacer le choix. Et donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le fait d'aller chercher des informations qu'on n'a pas
et de finir par se cacher ces informations-là. Et en l'occurrence, le product manager dont je parle, son premier réflexe a été de bon, bah, on va résoudre les 5 cas d'usage que j'ai découverts. Et en l'occurrence, c'était absolument impossible d'un point de vue bande passante technique, mais aussi parce que quand on essayait de quantifier les cas d'usage, on se rendait compte que parmi les 5 qu'il avait découverts, il y en a un qui représentait à peu près 70-75% des cas d'usage, et les autres, ça représentait 10, 5, des fois 1% des cas. Et donc, en fait, il fallait quand même faire des choix. Mais donc, là, un mélange de quali et de quanti ont permis de faire ces choix-là, mais n'empêche que c'était un choix difficile parce que lui, il avait rencontré en tant que product manager des personnes qu'on n'allait pas aider. On allait faire des choix et on n'allait pas résoudre leurs problèmes. Et ça, c'est des choix difficiles. Et plus on est conscient des cas d'usage qu'on met de côté, plus en fait on peut être un peu paralysé devant la décision. Donc voilà, l'erreur, c'est de penser que la discovery, ça évite ça. Ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais en tous les cas, il ne faut pas croire que les choix difficiles, on peut les résoudre en faisant de la discovery. Souvent, c'est un peu l'inverse. Une cinquième erreur, alors là, on est plus dans la partie solution discovery. Donc, on a un problème très clair et on cherche à essayer d'explorer c'est quoi le champ des possibles en termes de solutions. Là aussi, on a des sujets un peu d'ego qui viennent en jeu et on a envie d'être très créatif et de réinventer une solution, enfin d'inventer une solution à partir de rien, une solution qui n'a jamais été faite. Or, la probabilité, c'est que la solution à votre problème existe déjà. Soit parce que peut-être que en fait, votre compétiteur il a déjà résolu le problème, soit, ce qui est encore plus fréquent, peut-être que quelqu'un d'autre dans une autre industrie a résolu une partie de votre problème. Et que peut-être que la solution que vous avez besoin d'apporter, maintenant que vous comprenez bien le problème, ou que vous comprenez bien les différents problèmes qui existent, c'est d'identifier qui d'autre a déjà rencontré ce problème-là et l'a déjà résolu. Et donc, c'est là où, notamment dans le livre, on parle de voler des idées. Et c'est volontairement provocateur le fait, le mot qu'on emploie, de voler des idées. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement on cherche de l'inspiration. Non, non, en fait, c'est s'il y a quelqu'un qui a craqué le problème, c'est une erreur d'orgueil que de vouloir la réinventer, la solution. Un exemple tout bête, on s'était rendu compte que, je prends toujours le même exemple pour rester un peu dans le même domaine chez le LACA, un conducteur qui doit choisir un point de rencontre parmi plusieurs possibles, c'est-à-dire je suis face à une carte et j'ai des points et je dois naviguer pour savoir lequel me correspond le plus pour déposer quelqu'un en chemin. Bah là, je suis en train de décrire un problème que Google Maps a plié depuis très longtemps. Alors, soit en tant que Blablacar, je me dis, avec une personne et demie qui va travailler sur le sujet, je vais faire mieux que Google Maps, soit j'ai l'humilité de me rendre compte qu'en fait, ce problème-là, à peu d'ajustements près, il a déjà été résolu. Le fait de pouvoir passer, par exemple, d'un mode carte à un mode liste entre différents points, pareil, ça a été craqué par Google Maps. Et donc, nous, ce qu'on a fait à l'époque, pour ce cas, on a littéralement décortiqué complètement l'interface de Maps pour l'appliquer à notre environnement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses qu'on a ajustées, on a un design system qui est différent, on a des informations qui étaient différentes, mais toute la mécanique de choisir des points sur une carte où on puisse alterner entre une carte et une liste, qui est un problème d'un point de vue interface assez technique, et ben on l'a complètement été le chercher ailleurs. Et on pense que le travail créatif, pour nous, il était de comprendre bien précisément quel était le problème, deux, de chercher au bon endroit la bonne solution. Parce qu'en fait, Google Maps, c'est un exemple parmi d'autres, donc en fait, on aurait pu aller regarder ailleurs. Et après exploration, on s'est rendu compte que Google Maps était la meilleure source d'inspiration qu'on a été honteusement pillé. Et donc ça, je crois que c'est un frein que beaucoup d'équipes ont, en particulier chez les designers, de se dire non, mais moi, je veux être un inventeur et je veux avoir ma signature en bas de la solution. Et je crois que des fois, ça se fait au détriment soit de la productivité, soit de l'impact qu'on cherche à avoir. Parce que la probabilité qu'un designer tout seul de son coin fasse mieux que, par exemple, une équipe de je ne sais pas combien, 30 peut-être designers chez Google Maps, elle est quand même extrêmement faible. Une sixième erreur, celle-là qui est peut-être un peu dure à appréhender pour les personnes qui débutent en discovery, c'est qu'il y a moi je fais un distinguo maintenant entre ce que j'appelle le besoin et l'envie. Le besoin, c'est ce qu'on va qualifier on est face à une personne qui, visiblement, vu son contexte, a besoin d'une solution. Donc une personne qui, je ne sais pas, elle a besoin de faire un trou dans le mur, ben voilà, objectivement, cette personne-là, elle a besoin de faire un trou dans le mur d'une perceuse, etc. Mais le sujet d'envie, c'est quelque chose de très différent, qui peut être beaucoup moins rationnel que ça. Et on a souvent été confrontés, nous, chez Blacard, à des solutions qui adressaient des problèmes réels, des besoins réels qu'on avait clairement identifiés, qu'on avait observés, qu'on avait quantifiés. Et pourtant, les solutions n'avaient aucune adoption. Et avec le temps, on s'est rendu compte que
l'observation juste, rationnelle qu'on faisait par rapport aux besoins utilisateurs n'était pas complètement corrélée avec l'envie de la personne de résoudre ce problème-là. Ou elle n'était pas complètement corrélée avec notre capacité à lui raconter une histoire et lui faire une promesse qui lui donnerait envie de changer de solution par rapport à sa situation actuelle. Et ça, c'est vraiment la dimension marketing qu'on rajoute au travail de discovery. C'est pour ça que nous, très tôt dans notre méthode, on recommande, bien avant même de connaître la solution exacte, on pense qu'il faut être capable de faire un pitch convaincant aux utilisateurs qu'on a rencontrés. J'ai rencontré quelqu'un qui a eu tel problème, est-ce que je suis capable de lui pitcher une solution qui va lui donner envie de creuser ce qu'il y a derrière? Et tant qu'on n'a pas ça, trouver la bonne solution, c'est extrêmement difficile. Et en fait, c'est vraiment très contre-intuitif, ça, parce que souvent, dans nos équipes produit design, on se dit, en fait, je trouve la solution, et puis après, on va discuter avec les équipes marketing de quelle histoire on va leur raconter. Mais nous, on pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut trouver la promesse et construire la solution qui répond le mieux à cette promesse-là. Et l'autre jour, je lisais un article où Tony Fadell, qui était un des membres fondateurs de l'équipe qui avait créé l'iPhone, expliquait que c'était comme ça qu'il bossait chez Apple et que une des grosses plus-values de Steve Jobs, ce n'était pas du tout d'être un designer fantastique ou un technicien foudre de guerre, c'était quelqu'un qui était capable justement de faire des promesses extrêmement précises qui était le point de départ des projets. Ce n'était pas la chose qui était définie à la fin, c'était le point de départ en se disant, par exemple, à l'époque de l'iPod, la promesse, c'était il faut qu'avec un iPod, vous êtes capable d'avoir 1000 chansons dans votre poche. À l'époque où tous les autres lecteurs de MP3 qui étaient les concurrents avaient des promesses extrêmement techniques en termes de jargon que personne ne comprenait. Et là, voilà, une promesse, 1000 chansons dans la poche. Et bien, une fois qu'on a ça, on peut réfléchir de manière très précise à quel produit on a besoin de construire. Et en fait, ça nous cadre, en fait, et ça nous aide à trouver la bonne solution. Et donc, ça, c'est une astuce qu'on a découvert, c'est le fait d'écrire le tweet de lancement de la solution. Le tweet, pourquoi? Parce que le tweet, on doute bien que c'est très grand public, et puis c'est contraint dans l'espace. On a 280 caractères, quelques mots pour raconter notre promesse. Si on n'est pas capable, dans notre travail de discovery, quand on pense avoir trouvé le problème, si on n'est pas capable de pitcher la promesse qui va faire en sorte que ces gens basculent et se disent « Ok, ma solution actuelle, je la dégage et je veux ce qu'ils sont en train de me promettre là », tant qu'on n'est pas capable d'avoir trouvé ça, moi j'ai un doute sur le fait qu'on a vraiment bien trouvé le problème, parce que si on est capable de le faire, ça veut dire qu'on a probablement bien identifié le besoin, mais aussi d'identifier la dimension beaucoup plus émotionnelle par-dessus, qui parfois est encore plus importante à craquer. La dernière erreur, celle-là, elle est un peu plus générale. C'est une erreur, celle-là, je l'entends très, très souvent. C'est d'utiliser son environnement de travail, ma boîte, la culture de ma boîte, mon boss, les développeurs, n'importe qui, comme une excuse pour ne pas faire de discovery. Et je ne suis pas en train de dire que ces éléments de contexte ne sont pas des difficultés. Mon point, c'est ça ne peut pas être une excuse pour pas faire un travail de discovery. Après, ce travail de discovery, il doit complètement s'adapter à ce contexte-là. Si en fait, mon manager ne croit pas en la discovery, bon, eh ben, très bien, n'essayons pas de le convaincre. Peut-être qu'il c'est impossible de le convaincre par la théorie. Donc, il faut le convaincre par la pratique. Donc, peut-être qu'il ne faut pas lui convaincre d'accorder du temps à la discovery, mais augmenter sa productivité en termes de delivery, soi-même en tant que product manager. Peut-être qu'il y a des relations de travail à changer avec ses collègues côté ingénieur. Et puis, dédier 1 heure de discovery. Et si on est capable de gagner peut-être une demi-journée, c'est déjà beaucoup mieux que 0. Et en fait, nous, on pense que le travail de discovery, c'est comme un accordéon. C'est-à-dire que si on a énormément de temps à y consacrer, on peut déployer énormément d'étapes pour le faire. Si au contraire, on a très peu de temps, on va faire ces étapes de manière expéditive. On va peut-être se concentrer sur certains points en particulier qui sont à risque. Mais le fait de se dire « Ah ben moi, je ne peux pas parce que dans ma boîte, on n'en fait pas de discovery ou je n'ai pas le temps, etc. », ça ne peut pas être des excuses. Nous, on pense qu'il y a toujours de la marge, quelque part. Il y a toujours de la marge pour essayer de dérisquer le projet en allant chercher des informations qu'on n'a pas prises en compte. Et donc, ça, c'est peut-être un message qui est un peu dur pour les personnes qui sont dans ces environnements imparfaits. Et je les comprends et je sais qu'il y en a plein, et certains dans lesquels moi-même j'ai été par le passé. Mais mon point, c'est ça, c'est votre environnement de travail. C'est la contrainte avec laquelle vous travaillez. C'est précisément sur ça que vous allez faire la différence par rapport à quelqu'un d'autre.
Donc, essayez de bien comprendre cet environnement de contrainte-là. Et puis après, la question à se poser, ce n'est pas est-ce que je peux faire la discovery, c'est quelle discovery je peux faire dans cet environnement-là. Et probablement que ça ne correspondra pas au canon de la discovery qu'on vous a vanté dans des boîtes parfaites. Peu importe, la question c'est qu'est-ce que vous pouvez faire. Et c'est certain que dans les interstices, vous allez être capable de faire un travail de meilleure qualité qui va probablement vous apporter des résultats qui, eux, seront beaucoup plus convaincants pour essayer de faire changer votre environnement de travail. Donc, plutôt que de convaincre par la théorie, trouvez des opportunités de le faire de manière très concrète et puis essayez ensuite d'utiliser ces éléments de preuve pour, au contraire, la convaincre par la démonstration. Donc, voilà, c'est un peu les 7 erreurs que je voulais couvrir. Ravi de répondre à des questions. J'ai l'impression que ça en a suscité quelques-unes. Juste pour terminer, il y a une formation que Tristan et moi, on va proposer à partir de septembre en partenariat avec Tiga, qui est l'éditeur du livre. Si vous commencez à lire le livre et à vouloir mettre en pratique le livre, nous, toutes les semaines sur LinkedIn, on va partager des astuces vraiment très concrètes. Pas de théorie que, tiens, une personne a tel problème, comment est-ce que je fais pour le résoudre? Donc, abonnez-vous à la page sur LinkedIn Discovery Discipline. Et puis, si vous voulez plus d'infos sur le livre, voilà, discovery-discipline.com. Je m'arrête là et on ouvre le bal des questions. Merci beaucoup, Rémi. C'est extrêmement précieux. On va effectivement prendre, allez, max un quart d'heure pour poser des petites questions. N'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Allez-y, envoyez vos questions dans la chat room. On va essayer de prendre une question, une personne, enfin, ou plutôt l'inverse, une personne, une question. Est-ce que, Bertrand, vu que tu en avais quelques-unes, est-ce que tu veux commencer en choisir une pour Rémi, s'il te plaît? Je te laisse la poser directement. Ou je peux la poser pour toi. Bertrand demandait, erreur numéro 5, est-ce que tu as des outils de bench, des problématiques et solutions identifiées par des players d'industries différentes? Donc, des outils de benchmark pour trouver des idées de solutions, c'est ça? Ouais, des outils de Ouais. bench, des problématiques et solutions. Ouais. Alors, nous, on n'en utilise pas chez Blablacar. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, nous, on n'en utilise pas. Et, et donc, nous, ce qu'on fait, c'est plusieurs choses. D'une part, il y a effectivement une culture de la curiosité en permanence jouer avec un paquet d'apps pour essayer justement d'alimenter cette banque de solutions possibles. Et on le fait de manière très active. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement de jouer un peu rapidement, c'est essayer de se dire, tiens, quand on tombe sur quelque chose d'intéressant, essayer de déconstruire ce qu'ils ont cherché à résoudre comme problème, c'est quoi exactement le truc qu'ils auraient pu faire différemment, etc. Donc, c'est comme lire un livre en prenant des notes, quoi. C'est vraiment une utilisation très critique et très experte qui nous alimente. Et après, on essaye de partager effectivement ces benchmarks en interne. Mais on ne s'est pas appuyé sur une solution en particulier. Si ça existe, s'il y a un soft qui permet de faire ça, qui existe déjà, très preneur d'un an. Ornella, tu avais une question, il me semble également, sur l'erreur 4, si tu veux la poser directement à Rémi. Ouais, pardon. Bonjour, merci. Oui, en fait, c'était intéressant ce que tu disais sur le fait qu'effectivement, on se retrouve souvent à identifier des besoins ou des problèmes de certains users et finalement, on ne va pas pouvoir tous les traiter et on va devoir les prioriser entre eux et donc il y aura des choix difficiles à faire entre guillemets. Et je me posais la question plus sur la partie formalisation, restitution, mapping, etc. Dans quelle mesure est-ce que tu vas te dire je vais quand même je sais pas, tu vas créer un persona qui a telle problématique alors que finalement je vais exclure cette problématique, mais peut-être que dans un temps 2 je m'en servirai, enfin je sais pas trop. Donc c'était plus sur la formalisation la question. Alors, en fait, j'ai l'impression que pour aboutir à un choix précis de cas d'usage que tu vas décider de prioriser, tu es obligé de passer par l'étape que tu décris. Parce que sinon, j'ai l'impression que tu fonces directement sur un cas d'usage sans avoir exploré les autres. Donc, j'ai l'impression que tu as besoin de les avoir identifiés pour être capable de faire un choix en confiance. Après, peut-être que la question à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est quel est le degré de formalisation que tu dois avoir
de ces cas d'usage que tu dépriorises. Ça, j'ai l'impression que ça dépend un peu de est-ce que tu es en train d'essayer de te convaincre toi, c'est-à-dire tu es en train de documenter de la connaissance pour le futur, où tu dis aujourd'hui, je me concentre sur un cas d'usage, mais je documente les autres parce que peut-être que ça me sera utile plus tard. Et ça, c'est un contexte particulier. Il y a un autre contexte, c'est que tu le documentes pour peut-être des personnes en interne que tu as besoin de convaincre et qui ont besoin de voir les cas d'usage que tu as dépriorisés pour être convaincu que celui qui est priorisé, c'est le bon. Et peut-être que dans ces deux contextes, tu documenterais les choses différemment. Mais en tous les cas, de les avoir en tête, ça peut être utile parce que si ça se trouve, tu vas te rendre compte que celui que tu as choisi, tu ne trouves pas une solution satisfaisante et ta seule solution pour avoir un impact, ça va être de t'attarder sur les autres. Donc oui, je pense que ça a de la valeur de les identifier, c'est sûr, de les formaliser d'une manière qui te rendra capable d'y revenir dessus, probablement, oui. On a une question de François François Lejeune si tu veux la poser directement, François, sur ne réinventez pas la roue. Ouais, excuse-moi, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, j'ai pas une très bonne connexion, je suis désolé Ouais, d'avance. superbe. Ouais, donc ma question, c'était plus par rapport au knowledge management. Est-ce que tu aurais une méthode ou un framework à prioriser pour justement ne pas perdre ce que tu as déjà créé, le contenu que tu as déjà justement découvert? Alors, je pense qu'il y a du contenu de deux ordres. Il y a du contenu en termes de données utilisateurs. On cherche à mieux comprendre des utilisateurs. Et il y en a un autre dont on parlait tout à l'heure qui était plutôt des banques en termes de solutions possibles. Et en réalité, au fond d'ailleurs, je crois que le seul travail d'un designer, c'est d'avoir des banques des deux illimitées et de passer son temps à faire du matching entre des problèmes et des solutions, grosso modo. Enfin, dit comme ça paraît simple, évidemment, il faut une vie pour maîtriser ça, mais donc, comme je le disais, sur la partie solution, on n'a pas de solution particulière. Sur la partie documentation de problèmes utilisateurs, là, on a essayé plusieurs choses. Je n'ai pas trouvé de solution miracle, mais l'outil sur lequel on est revenu récemment, parce qu'il résout quand même il résout bien ce problème, c'est un outil qui s'appelle Chattermill. Et Chattermill, nous, on l'utilise. Donc, grosso modo, ça permet de rassembler plein de sources d'informations différentes, de sources d'insights. Et donc, nous, par exemple, on branchait dessus les retours du service client, les avis qu'on pouvait trouver dans les App Store, les verbatims de NPS, etc. Et honnêtement, c'est un outil qui ne nous sert pas à savoir sur quoi il faut plancher. Par contre, quand on décide de plancher sur quelque chose, il nous donne plein d'informations. Donc, par exemple, ce n'est pas cet outil qui va nous dire « Ah, je pense que vous devrez travailler sur les points de rencontre ». Ça, on n'utilise pas cet outil-là pour prendre ces décisions-là. Par contre, quand on décide de travailler sur les points de rencontre, chez Blacard, on va se plonger dans le Chattermill et qui va nous sortir des centaines, voire des milliers d'informations très quali autour de ce sujet-là qui nous permet justement de dire, bon, en fait, on n'a même pas besoin d'aller parler à un nouvel utilisateur, on a déjà plein d'utilisateurs qui nous abreuvent de réflexions autour de quels sont les problèmes des points de rencontre. Donc voilà, Chattermill, c'est un outil que j'ai trouvé pas mal. Je ne suis pas très convaincu par leur capacité à te dire sur quoi travailler. Et pourtant, c'est ce que l'outil semble en permanence vouloir faire. Ça ne me convainc pas tellement. Par contre, une fois qu'on sait sur quelle information, autour de quel thème on cherche à creuser, là, on a trouvé que c'était très efficace comme manière de documenter et puis d'organiser un peu l'information. Michel, est-ce que tu veux directement poser ta question à Rémi également sur le scope du cycle de discovery? Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais. Super. Donc la question, c'était portée sur la manière dont on voulait scoper nos cycles de discovery. Vous ne savez pas s'il fallait chasser plusieurs verticales, plusieurs use cases à la fois, ou faire bien la scoper. Parce que la crainte qu'on a, nous, c'est de ne pas avoir de résultats qui nous permettent d'avancer sur un sujet et du coup de se disperser. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour éviter de se disperser? Eh ben, je crois que la réponse est dans la question. Il faut absolument pas se disperser et je pense qu'il faut complètement prioriser. Nous, en tout cas, ça revient un peu à la question tout à l'heure sur le fait est-ce qu'il faut documenter tous les cas d'usage? Oui, pourquoi pas. Par contre, il faut bien en choisir un. Et celui-là, le craquer. Et pas essayer d'en régler 40 à la fois. Après, peut-être que le fait d'en choisir un, ça permet justement, donc, un, de ne pas se disperser, deux, de trouver la solution plus rapidement, trois, peut-être de la construire plus rapidement aussi.
et puis de valider dans le fait qu'on a peut-être résolu ce problème-là. Après, une fois qu'on a résolu le premier problème, qui était le plus important, ou celui qui avait qui était la plus grosse opportunité, bah, après, il y a un choix. Est-ce que les cas d'usage qu'on n'a pas traités, ça constitue un nouveau projet dans lequel on se plonge? Peut-être. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va le faire encore plus rapidement parce qu'on commence à bien avoir défriché la problématique. Ou alors, est-ce qu'on se rend compte que non, en fait, le problème qu'on a choisi, c'était 90% des cas d'usage, donc on va ignorer les autres parce qu'il y a encore un autre sujet complètement différent sur lequel on pourra avoir plus d'impact. Donc, oui à la priorisation très forte. Et après, ce n'est pas incompatible avec le fait de se dire, ben, on a craqué ce premier cas d'usage, on revient sur le cas d'usage secondaire qu'on avait identifié, ou alors on décide de basculer sur autre chose. En tout cas, cette approche-là me semble préférable à celle qui consiste à se dire, on va essayer de tacler tous les cas d'usage qu'on a identifiés. Rémi, à la fin du livre, tu parles des 7 meilleures excuses pour ne pas utiliser la Discovery Discipline. Oui. Et la première, c'est « je n'ai pas le temps pour utiliser cette méthode ». C'est un truc très classique que j'ai vécu personnellement. Comment est-ce que quel conseil tu donnerais à toute personne qui vit ça? Tu en as un peu parlé, mais… Alors là, après, il faudrait qu'on rentre dans le détail de la méthode, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, mais nous, notre méthode, on considère qu'elle est entièrement adaptable au temps dont on dispose. Et on donne précisément dans le livre à cette question-là la solution de « j'ai 1 heure de discovery, 1 heure, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est là où on voit bien que, pour revenir à une des premières erreurs que je décrivais, c'est là où on se dit c'est évident qu'il nous faut un cadre de travail. Si j'ai 1 heure de temps, je n'ai pas le temps de consacrer 45 minutes à réfléchir à la méthode que je vais utiliser. J'ai besoin de dérouler un truc qui est déjà pré-mâché. Et nous, en l'occurrence, non seulement la méthode, elle est balisée, il y a 7 étapes, toujours les mêmes, systématiquement, on n'en faute aucune, mais en plus, on donne à chaque fois le template qui doit encadrer la réponse. Et donc, si j'ai 1 heure de discovery, dans le bouquin, il y a 7 templates, on les remplit chacun en 5 minutes. En une demi-heure, on a une vue très, très claire des parties de notre projet qu'on maîtrise, des parties du projet sur lesquelles on est moins à l'aise, et on consacre la dernière demi-heure à renforcer l'une d'entre elles avec les activités qu'on propose dans le livre, sachant que les activités, elles varient énormément en fonction de l'étape. Donc, après, là, il faudrait rentrer plus dans le détail, et là, je suis en train de faire la promotion de mon livre, donc c'est embêtant, mais la solution méta qu'on a appliquée, c'est si on a peu de temps, il faut d'autant plus avoir une méthode sur laquelle on s'appuie. Parce que si en plus le maigre temps qu'on a, on l'utilise à se poser des questions, qu'est-ce que je dois faire, par où je passe, etc., bah, le temps qu'on a, on va le gâcher et on n'aura aucun impact. Donc, il faut prendre une méthode et foncer avec en faisant tous les arbitrages possibles pour qu'on soit capable de produire un peu de plus-value dans ce temps qu'on a. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ensuite, d'utiliser le résultat concret pour la prochaine fois, peut-être négocier un peu plus de temps que ce qu'on avait au départ. Merci beaucoup, c'est extrêmement précieux. Si vous voulez bien, donnez-nous votre avis, enfin une note sur 5 et votre avis sur ce webinaire pour Rémi. Dernière remarque, tu parles demain, donc on en parlait juste avant, tu parles demain à la LPC. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Donc demain, à la ProductConf, je vais participer à une table ronde et le sujet, c'est précisément les liens entre Discovery et Delivery. Donc la discussion, elle sera animée par Gabriel Santo de Accor et les autres personnes qui vont intervenir, ça va être Laurie Niels de YouSign et Axel Souria de Panache. Et on va parler des liens entre Discovery et Delivery. Comment est-ce que ça s'articule? Ce qui n'est pas une mince affaire. Donc voilà, on aura besoin de 45 minutes, 1 heure pour discuter de ça. Génial. Et on vous enverra tous les liens. Et dernière question qu'on pose à tout le monde en webinaire maintenant, c'est quand tu recrutes, tu recherches quoi chez des product managers? Un critère que nous, on regarde énormément, c'est la rigueur du raisonnement. Donc, par exemple, là, dans le cas d'un travail de discovery qui aurait été fait, c'est un truc qu'on voit très souvent quand on rencontre des candidats qui ont travaillé sur un cas. C'est au départ, ils font un gros travail de voilà, j'ai bien identifié un certain nombre de problèmes à résoudre, des fois pas très priorisés. Ça, c'est un premier flag pour moi, première alerte. Et ensuite, ça part dans une exploration de solutions qui, parfois, n'a absolument aucun lien avec le problème qui a été identifié.
Mais solution très intéressante par ailleurs, mais pas de lien avec le problème. Et ça, pour moi, ça me sort complètement de la discussion. Je ne sais même plus de quoi on parle. Donc, une rigueur de raisonnement, ça, pour moi, c'est un des éléments fondamentaux pour un product manager et que parfois, je constate, n'est pas toujours au rendez-vous. Et j'ai l'impression que ça vient d'un bon endroit. C'est de l'enthousiasme, en fait. C'est de se dire, ah, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et moi, j'ai besoin d'avoir une ligne directe entre le problème, c'est ça, et la solution, c'est ça, et on pense que ça va marcher pour telle raison. Canon. Merci beaucoup, Rémi, de nous avoir partagé ces tips qui proviennent de ton expérience personnelle. Merci à tous, à toutes pour vos questions. C'était top, encore une fois. Restez alerte, on a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a un meet-up la semaine prochaine, on espère vous y voir nombreux. Bon déjeuner à tout le monde, et puis à très bientôt. Merci Pauline et Mélie pour l'invitation.